Salut à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter donc une nouvelle série de tutoriels sur le thème de l'ArcViz. Donc l'ArcViz, qu'est-ce que c'est? C'est la visualisation d'architecture, d'accord? Donc quand on crée quelque chose d'ordre d'architectural en fait, donc intérieur ou extérieur, c'est de l'ArcViz, du coup pour la visualisation en 3D. Et aujourd'hui on va réaliser donc un salon. Donc comme vous avez pu le voir dans la vidéo de présentation de cette série, on va faire donc trois thèmes, donc un thème de nuit, un thème d'aube et un thème de jour, d'accord? Donc avec différents types d'éclairage, différents types de rendus, et ensuite faire un rendu animé, mais un faux rendu animé, dans le sens où en fait vu que c'est sur Cycles, comme vous le savez sur Cycles, le calcul des frames est très long, donc si on veut faire un rendu animé avec une caméra qui bouge dans l'espace et que du coup ça nous prend un temps de calcul mais qui est incroyable, on a moyen de contrer ça par une méthode que je vais vous retranscrire, qui est une petite triche, un petit cheat code, mais qui marche très très bien pour justement faire vos rendus d'animation en fait en rendu fixe, parce qu'une fois que l'image est calculée, il n'y a pas de raison de la calculer en boucle juste pour zoomer dedans. Vous voyez, c'est quelque chose qui est un petit peu dommage. À part si vous voulez vous déplacer, hein, si vous voulez vous déplacer dans la scène, là, effectivement, faut le calculer à chaque fois. Mais si vous voulez juste zoomer sur les éléments, il n'y a pas trop de raison. Il suffit de faire l'astuce que je vais vous montrer, d'accord? Donc, cette première partie est la présentation de la série. Donc, je vais vous retranscrire ce qu'on va apprendre à faire, ce que vous allez apprendre dans cette série dans son intégralité. On va également régler Blender correctement, d'accord? Donc, très important de télécharger donc les fichiers en description avec les textures, les HDRI, etc. Donc, ça, je vous le présenterai par la suite. Et de faire les mêmes réglages que moi. Pourquoi? Parce que ça vous permettra donc de travailler plus rapidement, en fait, à mon sens, hein, et du coup de suivre correctement le tutoriel, d'accord? Donc si vous avez votre propre méthode de travail, je la respecte pleinement, il n'y a aucun souci, vous pouvez vous l'approprier, mais si vous n'avez pas les mêmes raccourcis que moi, ou les mêmes menus, ou même les mêmes add-ons, ça risque de poser problème, voilà, d'accord? Donc du coup, essayez de respecter au moins un minimum les réglages que je vais vous retranscrire, et après vous les réadaptez comme vous voulez, tout simplement. Donc du coup, on va commencer par l'analyse donc du fichier de démarrage, donc le fichier de formation que je vous ai envoyé. Donc très important, le fichier blend est très dense. Pourquoi? Parce que vous allez voir, en fait, j'ai créé donc un shader, même plusieurs shaders déjà de base pour vous les offrir. Et ces shaders sont vraiment propices à l'ArcViz, parce que ça permet de rajouter donc des défauts de roughness, des décales, d'accord? Et les décales sont très importantes pour le réalisme de votre scène, vous allez le voir par la suite. Mais du coup, si vous n'avez pas effectivement ces décales, ça va poser des petits soucis de réalisme, d'accord? Donc la scène sera très belle, mais elle sera trop belle, elle sera trop parfaite. Et ça, c'est un reproche qu'on me fait souvent sur les rendus que je fais, parce que du coup, les rendus que je fais, c'est vraiment des choses que je fais en live, et que du coup, il n'y a pas assez de défauts, il n'y a pas assez de salissures, etc. Et effectivement, ça se ressent un petit peu. Il n'y a pas assez de défauts, voilà. Et le défaut, pas le défaut de technique, hein, mais les défauts de texture, les aléatoires, voilà, le côté aléatoire d'une scène est très important. Donc ici, si on regarde donc du coup le fichier de démarrage que je vous ai mis donc à disposition, on a donc du coup ici donc une partie add-on, donc on va utiliser deux add-ons qui sont gratuits, et pour l'autre qui n'est plus disponible malheureusement, donc ils l'ont enlevé de la vente, donc c'est pour ça que je vous le mets, parce que du coup bah voilà quoi, il n'existe plus. Donc c'est UV Toolkit qui nous permet donc de redresser nos UV, et Easy HDRI Master qui permet donc d'appliquer des images HDRI de façon très simple, d'accord? Donc ça sera une vidéo juste après, hein, donc dans la même vidéo pour installer les add-ons. Ensuite, on a ici donc le fichier de démarrage, donc Blender. Donc normalement vous en avez qu'un. Hein. Moi après je vais supprimer celui-ci, mais normalement vous en avez qu'un qui fait donc 549 mégas déjà, parce que justement comme je vous dis, il y a tout le générateur de décal qu'il y a dedans, plus les HDRI, donc c'est normal qu'il soit aussi lourd. Ensuite, vous avez donc un dossier avec donc les HDRI, effectivement, donc aube, jour et nuit, d'accord. Voilà, donc 3 HDRI en 8K, donc un peu dense. Hein, vous voyez, ça fait 260 mégas déjà. Ensuite, on a donc les références de ce qu'on va modéliser. Donc les références, on a ici notre inspiration, d'accord? Donc c'est la scène qu'on veut essayer de retranscrire un petit peu, c'est notre inspiration, voilà, c'est la scène qu'on inspire à faire, voilà, tout simplement. Donc du coup, qui nous vient de Alex Papadin, qui est un artiste 2D d'objets cachés apparemment, hein, pour un jeu. Et du coup, voilà, donc sur ArtStation, vous pouvez le retrouver sur ArtStation si vous voulez le soutenir en s'abonnant à son ArtStation. Ensuite, on a donc toutes les références de meubles que nous on va concevoir, parce que du coup, sa scène c'est une inspiration, d'accord, donc c'est une référence, mais on va pas la modéliser telle quelle. Nous, on va modéliser avec des vrais meubles, avec des vraies mesures, avec des vraies cotes, des vrais éléments, etc. Donc voilà, donc là, on a tous les meubles qu'on va faire ensemble. Donc il y en a à peu près 5-6, hein, je crois. Voilà, donc ça, c'est pour la partie référence. Donc ceux qui n'ont pas PureRef pour ouvrir les références, je vous invite à aller sur Internet, vous tapez PureRef sur Google, tout simplement.
Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Hop. Voilà, vous tapez donc PureRef sur Google, vous avez donc le premier site qui est ici, et vous pouvez le télécharger gratuitement. Vous pouvez participer au développement de PureRef en offrant quelque chose, vous voyez ici, mais si vous tapez Custom Amount et vous mettez donc ici 0, d'accord, vous pouvez taper 0 et vous l'avez gratuitement, d'accord. Voilà, donc là c'est free et vous l'avez gratos. Donc n'hésitez pas à le télécharger, c'est vraiment un super outil pour les références. Voilà, si vous voulez donner $1, donnez $1, hein, ça fait toujours plaisir. Mais en tout cas, voilà, si vous voulez l'avoir gratuit, parce que vous n'avez pas trop les moyens, vous pouvez le prendre. On a une référence ici d'ampoules, parce qu'on va modéliser nos ampoules, on va faire les choses vraiment de façon très réaliste. Un dossier rendu pour entreposer nos rendus et après les retravailler, ça je vais vous montrer par la suite. Les textures, donc voilà, ça c'est des textures que je vous offre. Donc les textures ont une petite particularité, c'est qu'en fait elles ont déjà été optimisées. Donc elles sont toutes en 4K, donc je vais vous expliquer aussi pourquoi. Et elles sont combinées. Donc les cartes combinées, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo sur la chaîne. Vous regardez donc la carte SBRAO à l'époque, qui a changé pour MSRAO. Et qu'est-ce que c'est la MSRAO? C'est juste une carte, donc une texture qui contient dans son canal rouge la métallique, dans son canal vert la spec, dans son canal bleu la roughness, et dans son canal alpha, donc le 4e canal d'une texture PNG, qui contient l'ambient occlusion, donc l'ambient occlusion de la texture. Ensuite, on a une normale DirectX qui est pour Unreal, d'accord, donc ça c'est vraiment que pour Unreal, donc nous ça ne concerne pas, mais je vous la mets quand même, et une normale OpenGL qui est ici pour Blender. Voilà, donc on a 3 textures au final à mettre. Donc ça sera sur la partie texturing. On a ensuite donc des jaquettes de livres qu'on va concevoir donc nous-mêmes, hein, du coup. Donc je vais vous montrer comment concevoir des livres de façon très simple. Et ensuite donc cette section vidéo que vous ne vous concerne pas, parce que ça c'est pour moi, c'est pour les vidéos de la formation. Voilà, donc une petite précision pour ceux qui veulent avancer vite sur la formation, parce que du coup vous trouvez que le rythme est un peu trop lent et que du coup vous attendez la prochaine vidéo avec impatience, etc. Vous avez la possibilité donc de la retrouver donc en intégralité en avant-première dans cette formation sur le site kunvolt.fr. Donc vous allez sur le site, vous allez dans l'onglet formation et vous avez la formation en entier. Donc pour un prix dérisoire, hein, c'est vraiment un petit prix, mais ça permet non seulement de contribuer à la vie de la chaîne et aux futures séries que je propose, et aussi d'avoir l'exclusivité sur la série et de l'avoir tout de suite en fait, de pas attendre la sortie des vidéos. Donc c'est tous les mercredis et tous les samedis. Donc ça vous évite d'attendre à chaque fois la sortie des vidéos. Voilà, tout simplement. Et ensuite, donc, on va se retrouver donc sur Blender pour les réglages de notre blend. Donc, quand vous ouvrez votre blend, vous avez normalement une interface comme ça, d'accord? Donc ça, c'est mon interface de travail pour l'architecture. On a toujours ici donc un encadré pour les références, d'accord? Donc c'est ici que je vais placer mes références pour notre scène. Voilà, donc je les cale ici. Ça me permet d'avoir toujours la référence en visuel et d'avoir donc mes cotes, voilà, de pouvoir travailler avec mes références. Donc soit avec PureRef, soit avec Blender, hein, vous les importez comme vous voulez. Et ensuite, on a ici donc un viewport de caméra. C'est là où je place mon viewport de caméra en rendu cycles et mon rendu de travail, d'accord, mon viewport de travail. Ensuite, vous avez donc toutes les autres parties, donc tous les autres onglets. Donc nous, on utilise très rarement l'onglet modélisation, l'onglet sculpture très rare aussi, mais on va l'utiliser un petit peu. L'UV editing, oui. Le texture paint, quasiment jamais. Le shading, oui, énormément. L'animation, non. Le rendu, bien sûr. Et le compositing. Voilà. Donc ça, c'est les onglets qu'on va utiliser pour notre travail. Donc cette série-là n'est pas à but des débutants, d'accord? Donc je vais pas vous expliquer ce que c'est une face, ce que c'est un vertex, ce que c'est une normale. Je vais passer brièvement dessus hein, pour expliquer la logique de travail, mais je vais pas revenir sur des bases fondamentales de 3D en fait qui sont pour moi déjà acquises, parce que du coup, je suppose que vous avez regardé donc les précédentes séries où je répète sans cesse les mêmes choses. Voilà, tout simplement. Ok, ça permet d'avancer un petit peu plus vite. Donc pour les réglages de Blender, on va commencer ici donc d'aller dans Edit. On va cacher donc pour l'instant nos références. Hein. Donc Edit Préférences. Et là dans les préférences, on va ici donc dans Interface. Et vous allez donc recopier un petit peu donc les réglages que j'ai ici. Donc je vous les ai mis en screenshot dans la description, encore une fois, donc dans le fichier de démarrage, hein, vous les avez. Donc du coup, n'hésitez pas à recopier les paramètres qui sont ici. Donc on a des changements ici donc au niveau d'interface. Hein, donc vous cochez, vous décochez donc les éléments que j'ai ici. Voilà, hop. Donc je vous ferai des captures d'écran, de toute façon que je vous mettrai à disposition, il n'y a pas de souci. Ça vous évitera de faire pause sur la vidéo et de coup de galérer. Les réglages donc de thème, je ne touche pas. Les réglages de viewport, oui, hein, donc pareil, donc je vous ferai un screen. Ensuite, on a ici donc les lights. Voilà. Il y a juste une petite précision que j'ai pas faite. En fait, c'est ici, donc au niveau des subdivisions, on va décocher les GPU subdivisions. Parce que, en fait, ça ralentit avec un autre processus que j'utilise, en fait, et c'est très chiant. Donc voilà, je vous invite à l'enlever.
Nous, on va pas faire de displacement de fou pour utiliser cette fonction-là, donc ça sert strictement à rien. Donc décocher là, ça accélère grandement votre viewport. Pour les add-ons, j'en coche énormément. Vous n'êtes pas obligé de tous les cocher, d'accord? Les principaux que j'utilise souvent et qui concernent mon interface et ma façon de voir les choses, c'est du coup dans 3D View, 3D Navigation, pour avoir donc le Pie Menu. D'accord, BagaPie c'est un add-on à part, donc on va pas l'utiliser, on s'en fout. L'Easy HDRI, donc pour l'installer, vous allez ici donc dans Install, et du coup vous allez dans votre dossier, donc Add-on Blender, et vous prenez donc les deux add-ons ici, hein, donc voilà, vous les installez, hein, vous avez juste à cliquer ici sur Install Add-on en les sélectionnant, et vous les cochez dans la liste, d'accord? Ensuite, on a donc 3D View Measure It pour avoir donc les mesures de nos cotes, d'accord? Donc ça c'est important, hein, c'est un outil qui est important, mais on l'utilise très rarement parce que moi j'utilise un autre outil qui est ici, je vous le montrerai après. Tous les paramètres de courbe, d'accord? Donc tout ce qui concerne les courbes, c'est très intéressant, donc il faut vraiment les cocher. Les Headlights aussi, pour avoir donc les 3 points de lumière. Et un autre mesh que je vais vous montrer aussi, qui est très important aussi, hein, donc l'Extra Light. L'add-on Archimesh pour les fenêtres, éventuellement, ça peut être intéressant. Le Landscape, pour créer donc des montagnes à l'arrière, etc. Le Bolt Factory, pour créer donc des écrous et des vis. Ça aussi, c'est important pour l'ArcViz. Le Discombulator, non, pas forcément, mais bon, voilà, ça peut servir. L'Extra Objects, très important. Et après, on se retrouve ici donc dans, voilà, donc au niveau des formats d'import, donc vous mettez que le FBX et l'image as planes, très important l'image as planes. Le vecteur SVG, très important, ça vous allez voir après pourquoi. L'UV layout, le wavefront, oui, le GLTF, pas forcément, c'est pas, voilà. Et après, on a ici, donc au niveau d'interface, voilà, donc l'interface, ça c'est très important, cochez tout, vraiment, parce que ça change énormément de choses au niveau de l'interface. La lumière aussi, les mèches, voilà, et c'est à peu près tout. Ouais. Au niveau oui, aussi au niveau des nodes, on a ici donc le node presets, node arrange, node wrangler et node preview. Donc le node preview, ça c'est un truc que je mets moi pour les tutos, mais vous n'êtes pas obligé de l'acheter. Il est payant. Ça vous permet de voir la petite image au-dessus des nœuds, voilà, pour voir ce que vous faites. C'est à peu près tout, hein, je pense. Hein. Ouais. Au niveau des UV, c'est ça. Et le UV Toolkit, bien sûr, qui est ici, qu'on va utiliser souvent. Au niveau des inputs, je n'ai rien changé. La navigation, non plus. La keymap non plus, donc mes paramètres de raccourci par défaut sont sur Blender, d'accord, donc de base, hein, donc je n'utilise plus les raccourcis comme avant sur la 279. N'oubliez pas de cocher votre carte graphique pour les rendus cycles, très important. Si vous n'avez pas une carte RTX, vous cochez CUDA. Si vous n'avez pas une carte GTX, vous cochez les autres options ici en espérant qu'il y en a une qui marche pour vous. Et si vous n'avez pas de carte graphique suffisante, vous cochez uniquement votre CPU, d'accord. Pour les CTRL Z, j'en ai mis 100. D'accord, on peut mettre plus, hein, mais 100 c'est largement suffisant. Pour l'autosave, très important de cocher l'autosauvegarde qui est ici, save load, de mettre 2 minutes sur l'autosave, et de cocher cette option-là, donc autorun Python scripts pour que les scripts se lancent correctement sur la structure. Ok. Voilà, donc ça c'est pour les réglages de préférence. Ensuite, pour les réglages de cycles, donc ça c'est les réglages de rendu. Ici, au niveau du sampling, je vous laisse recopier donc les paramètres que j'ai mis ici, d'accord. Donc, on a sampling, donc ici au viewport, donc on a 64-128. Le denoise commence à 128, jamais le commencer avant le rendu final, hein, ça sert à rien, ça fait une image complètement dégueulasse. Le rendu 512-1024, voilà, on sera plus sur du 256-1024, enfin 512, mais voilà, 1024 c'est vraiment le max. Le denoise qui est coché en OptiX avec albedo et normal. Les paramètres de rendu, donc ici, rien ne change. Les light paths, par contre, vous les passez à 1024 et 1024. Donc ça permet de ne pas limiter les rebonds de lumière sur la scène et d'éviter le clamping. Donc le clamping, c'est quoi? C'est la troncature des valeurs au niveau de la diffuse, au niveau de la gloss, au niveau de la transmission et surtout au niveau de la transparence. Si vous avez des superpositions de verres les uns après les autres et que vous mettez par exemple juste une passe ici, ben, il va passer qu'une fois à travers les verres. Et du coup, vous n'aurez pas votre rendu final. Donc si vous mettez 1024, ça ne limite aucunement le rendu, ça le ralentit un peu, mais franchement, très peu. Franchement, il y a très peu de différence entre 1024 et 32 samples, comme je mettais avant. Vous mettez 1024, au moins vous êtes sûr de ne pas avoir de problème. Ok. Le clamping, donc ici on met à 0, 0. Les caustiques, non. D'accord, donc les caustiques, c'est quelque chose que je travaille rarement, mais on pourra y travailler peut-être un jour, hein, si on fait un rendu d'un pot vraiment très précis. Le phase G approximation, donc on a 64 et 512 au niveau du rendu, donc ça c'est la global illumination, donc c'est le rendu global de l'illumination pour aider notre scène à comprendre la lumière, donc très important.
Les volumes, il n'y a rien qui change. La subdivision non plus. Les curves en stripe, ça c'est pour les tapis, hein, très important de mettre stripe au niveau des curves. Et le profil de couleur, ça c'est très important. Vous le mettez. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent donc le profil filmique, hein, ce qui est très bien. Hein, le profil filmique est très très cool. Mais pour ma part, moi j'utilise le RAW, d'accord, pour le RAW, parce que ça me permet d'avoir donc les valeurs brutes de mes couleurs et ensuite de les retravailler par la suite, d'accord. Donc vous mettez RAW et le contraste on verra par la suite. Ça je vous montrerai comment régler le contraste en fonction du profil RAW. Voilà, donc Eevee, je vais pas en parler parce qu'on va pas l'utiliser. Tout ce que je vous conseille sur Eevee, c'est pour avoir quand même un petit peu plus de beauté au niveau de votre rendu. En preview, hein, du coup, hein, je parle en preview, pas en rendu. Mais si vous voulez que votre preview soit quand même joli, vous passez ici sur Eevee et vous cochez l'ambient occlusion, vous mettez ces paramètres-là. La bloom, vous la décochez, d'accord. La screen space réflexion, vous cochez donc la réfraction et ces paramètres-là. Vous clampez pas la réfraction. Voilà, donc ça à 0. La max roughness, donc ça c'est bon, ça c'est bon. La subsurface, elle est à 32. Et ensuite, vous cochez donc les volumétriques, c'est pas important, les performances non plus, les curves en stripe, hein, toujours, et les shadows, donc ici à 4096. Voilà, donc c'est les seuls paramètres que je vous invite à changer pour Eevee, pour avoir quand même un pré-rendu potable, hein, voilà, parce que sinon le viewport il est pas ouf et c'est pas top quoi. Au niveau du color management, on prend le même que sur Cycles, hein, très important, et voilà, c'est tout. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc voilà pour la présentation du fichier de démarrage. Donc là, je vais vous expliquer aussi quelque chose qui est essentiel en fait, qui me permet de travailler beaucoup plus vite que la moyenne. C'est qu'en fait, quand on fait des actions répétées, en fait, souvent on fait beaucoup d'actions répétées sur Blender, des actions qui sont essentielles, hein, des actions de nettoyage, des actions de structure, de géométrie, etc. Moi, j'ai tendance à les mettre dans les quick favoris. Donc les quick favoris, c'est quoi? Ce sont des favoris en raccourci, d'accord, mais accessible via un menu de raccourci. Et ce menu, vous pouvez y accéder avec la touche Q, vous voyez. Et quand j'appuie sur la touche Q, qu'est-ce que j'ai dans mon menu de quick favori? J'ai la rotation de la taille, l'origine vers la géométrie, l'origine vers le curseur 3D, le nettoyage de mon blend, donc clean up. Ça c'est ici, donc dans File, je vais vous le montrer. Hein. Donc dans File, clean up, d'accord. Donc ça je l'ai mis dans quick favori, ça me permet de nettoyer mon blend tout le temps quand j'en ai besoin. La rotation de la taille, c'est ici, donc dans Objet. Transform, c'est pas transform, excusez-moi, c'est apply, voilà, rotation and scale, ok. L'origine, bah pareil, hein, donc l'origine c'est dans objet, set origine, donc origine to géométrie, origine to cursor 3D, ça c'est les deux options qu'on utilise le plus souvent. L'image as plane, c'est pour importer donc une image comme plan, voilà, je l'ai mis dans les favoris, ça n'a pas tellement de sens, qu'on le fait rarement, mais bon, pourquoi pas. Les modificateurs qu'on utilise le plus, donc c'est le bevel, le miroir et les normales pondérées. Donc ça, je le fais tout le temps aussi. Donc les modificateurs, vous pouvez les rajouter directement sur la partie modificateur. Et quand on passe en mode edit, du coup, donc là, si je rajoute un cube et que je passe en mode edit, j'en ai d'autres. D'accord, j'ai encore d'autres quick favoris. Parce qu'en fait, le quick favori, c'est en fonction du mode où vous êtes. Donc là, je suis en object mode, donc j'ai ça. Ok. Et si je veux être en edit, j'ai d'autres quick favoris. Ok. Donc nous, le plus important déjà en Object Mode aussi, c'est l'Autosmooth. Donc l'Autosmooth qu'on peut activer donc ici sur le petit triangle. Vous allez dans Normal et ici Autosmooth. Donc faites un clic droit et vous les rajoutez au Quick Favori. Vous voyez ici, donc là, je peux le remove ou je peux le rajouter. Donc nous, on va le rajouter. Et comme ça, vous l'avez dans votre menu. En mode Edit, j'en ai d'autres. Donc j'ai le Grid Fill qui se trouve ici donc dans Face Grid Fill. Voilà, il est ici. Le Select Sharp Edge qui est ici donc dans Select Sharp Edge. Ça, c'est pour faire mon dépliage UV. Mes Degenerate Dissolve, donc ça, c'est mes étapes de nettoyage. Donc, c'est dans Mesh, Clean Up pour nettoyer votre mesh. Et du coup, les étapes de nettoyage, très importantes, j'en parle sans cesse, elles sont au nombre de 3. Donc, Degenerate Dissolve pour enlever donc la géométrie dégénérée, donc la géométrie qui ne sert à rien. Le Merge by Distance qui fusionne donc les vertex qui sont à moins de 1 micromètre de distance. Voilà, à part si c'est justifié pour votre géométrie, par exemple dans le cas d'une étagère. Que vous avez superposé des étagères et puis du coup vous avez des lignes qui se superposent, il faut pas faire de merge, d'accord, mais ça je vous l'expliquerai. Et le Limited Dissolve pour enlever la géométrie qui ne sert pas, et le Delete Loose pour enlever la géométrie externe à votre mesh, donc la géométrie qui ne fait pas partie de votre mesh, d'accord. Voilà, donc les étapes de nettoyage, très important. On a ensuite un Fill Holes, donc pour remplir les trous de notre mesh, hein, pour éviter donc d'avoir des meshs ouverts. Le Edge Length, donc le Edge Length qui permet d'afficher donc les mesures de notre mesh, donc ça vous pouvez le retrouver ici. Dans les options d'affichage, vous avez Edge Length, d'accord.
Et ensuite, on a donc le bridge pour connecter donc deux faces ensemble. Donc là, supposons qu'ici, j'avais des faces qui étaient donc supprimées. On va prendre donc ces deux faces-là. Donc du coup, voilà, P, hop, séparé par sélection. H, voilà. Et là, j'ai envie de connecter donc ces deux-là. Donc j'ai envie de faire un pont, donc un bridge. Je fais mon Q, bridge, et là, j'ai un pont. Maintenant, je dois remplir mes trous. Donc Q, fill holes. Voilà. Je dois faire mon dépliage UV. Ok, bah, je passe en mode arrête. Q. Du coup, c'est select sharp edge. Voilà, je prends mes arêtes dures. CTRL E, marqué sim. Hop. Unwrap, et voilà, je fais des pièges. Vous voyez, en fait, donc les quick favoris permettent d'avoir une fluidité de travail vraiment très intéressante et du coup d'avoir des petits raccourcis en fait et surtout un menu qui nous détaille quoi faire en fait. Parce que par exemple là, je sais que du coup, je suis en mode edit. Ok, qu'est-ce que je dois faire? Bah ah oui, j'ai pas nettoyé ma géométrie. Vous voyez, vous le voyez physiquement. Donc du coup, vous pouvez moins l'oublier. Ça arrive de l'oublier. Hein. Moi aussi, je l'oublie des fois, mais au moins ça permet de le voir. D'accord? Voilà, donc ça c'est pour donc le mode edit, et ensuite on a donc d'autres raccourcis qui sont pour le mode UV. Donc là par exemple on va reprendre notre cube, je passe en edit donc je suis en UV. Quand j'appuie sur Q en mode UV, j'ai le straighten, le align X et align Y. Voilà, donc ces deux-là normalement on s'en sert pas, à part dans certains cas vous allez voir après. Mais le straighten très important, ça permet de redresser les UV. Et pour avoir ce paramètre, c'est dans l'add-on que je vous ai envoyé, donc UV Toolkit, qui est ici, vous l'avez straighten. Donc vous faites un clic droit et vous l'ajoutez au quick favori pour l'avoir tout le temps. Ça c'est très important de straighten pour les vases, les surfaces courbes, enfin voilà, pas mal de choses. Quoi. Ok. Donc ça c'est pour donc les quick favoris. Et maintenant dernier point, je vais vous montrer donc ce petit dossier là. Vous voyez sur la droite on a donc trois dossiers. On a un dossier holders, un dossier caméra et un dossier mesh. Donc le dossier caméra contient notre caméra, hein, logique, qu'on va modifier par la suite, vous allez voir après. Mesh et les holders. Donc les holders c'est quoi? C'est des meshes que j'ai créés moi pour intégrer mes shaders directement sur Blender. Donc ça me permet ici, donc sur la première sphère, on a donc un shader de glass base. Sur la deuxième sphère, on a donc le Coon Glass BSDF, qui est le BSDF que j'ai créé moi. Sur le troisième, on a donc le Coon Glass Light, qui permet de prendre en compte la lumière qui rentre et du coup la transparence s'adapte en fonction. Et ensuite, on a donc le Coon PBR. Donc le Coon PBR, c'est quoi? Justement, je vais vous le montrer. C'est que là, si on passe en rendu, donc en rendu cycles, hein, bien sûr. Si on passe en rendu cycles, voilà ce qu'on a. Là, je crois que je suis resté sur Eevee en plus, ouais. Alors, on repasse sur cycles, tac. Voilà. Et là, on voyait, on a les trois types de verres, d'accord? Donc le verre basique, hein, donc le verre avec le BSDF, le verre que j'ai créé moi, et le verre, c'est le verre de base, pardon, et le verre avec la lumière, d'accord? Donc ça sera plus pour un usage de vitre, de verre en fait qu'on voit pas trop. Ça, c'est pour un verre avec une épaisseur, et ça, c'est pour un verre vraiment très dense et très opaque. Voilà. Donc en gros, il n'y a pas trop de différence entre celui-là et celui-là, mais croyez-moi, ça fait la diff, ok? Surtout au niveau de la réfraction. Maintenant qu'on a ça, en fait, donc ici dans le Coon PBR, qu'est-ce que j'ai mis? Bah du coup, vous allez ici donc dans Shading, et là, n'ayez pas peur, d'accord? C'est un nœud qui est optimisé. Je sais que ça peut paraître un peu déroutant, mais ça ne l'est pas. Dans le sens où on a un nouveau nœud, d'accord? Un nœud que j'ai créé moi, en fait, hein, du coup, avec pas mal de paramètres. Donc on a ici donc la possibilité donc de régler donc notre scale d'UV, d'accord? Donc on a ici un raccord avec l'UV et une scale pour augmenter notre échelle d'UV. Donc là, je peux raccorder n'importe quelle texture image ou n'importe quelle texture procédurale. Voilà. La connecter et du coup augmenter sa scale. Donc là, je fais un CTRL-SHIFT-clic hein, pour la voir. Voilà. Et du coup, je peux, vous voyez, augmenter sa scale à volonté sans passer par toutes les valeurs. Voilà, ça augmente partout pareil, quoi. Donc ça, c'est avec la scale ici. Voilà, tout simplement. Ensuite, on a donc le shader en soi. Et le shader en soi, qu'est-ce qu'il propose? Bah du coup, je vais agrandir donc cette fenêtre-là avec CTRL espace. Et il me propose, donc ici, vous voyez, on a donc Coon Principal BSDF. Donc on a le Texture Color, donc la carte de texture qui va contenir notre color. La couleur 2, si on veut peindre cette texture, d'accord? Donc supposons que j'ai une texture qui me plaît bien, mais elle est rouge et moi je la veux jaune. Bah c'est pas un souci, je peux la peindre ici, d'accord? On a ensuite donc la teinte, pour changer la teinte en fonction de la couleur 1 et 2, d'accord? Faites attention, c'est le combiné des deux. Donc si vous voulez pas de couleur 2, bah vous mettez en noir, et du coup vous changez que la couleur 1. Et si vous voulez les deux couleurs, vous changez les deux couleurs, et après vous changez la teinte ici. Ensuite on a donc la saturation de la couleur, la luminosité de la couleur.
Ensuite, on a ici donc l'ambient occlusion. Donc là, c'est l'ambient occlusion de la texture, d'accord? L'ambient occlusion de la scène, elle est déjà incluse dans mon shader. Donc, vous n'avez pas à la remettre. Ok? Donc, la texture d'AO, des fois on l'a, des fois on l'a pas. Je vais vous montrer comment la créer si on ne l'a pas, et si on l'a, comment, du coup, comment l'intégrer. On a ensuite donc la texture MSRAO, voilà, donc la texture que je vous ai montrée en tout début de vidéo. L'IOR, l'indice de réfraction, très important. Ça, je vais vous montrer aussi comment faire pour régler ça, parce que ça, on le fait jamais, mais il faut le faire, clairement. Et ensuite, on a ici, vous voyez, donc des paramètres, poussière, traces de doigts, grunge, coulure et traces de serpillère. Donc, j'en ai mis 5. On peut en mettre plus, hein, clairement, mais bon, je veux pas alourdir non plus le blend à 15 Go, c'est pas le but. Mais en tout cas, vous avez déjà donc 5 déformations de roughness pour vos mèches. Donc ça déforme la roughness. Donc je vais vous montrer après comment ça marche. La normale, et ensuite on a donc la bump ici, si on en a une. D'accord? Donc là, on va faire un petit test pour que vous puissiez comprendre le shader donc, dans sa globalité. Donc je vais revenir sur donc, ma scène. Et là, on va donc raccorder donc, mon nœud, hein, bien sûr. Hop. Voilà, CTRL-SHIFT-clic. Et là, je vais mettre une texture au hasard. Donc, dans votre dossier donc, de formation, vous allez faire le même test que moi, d'accord, pour comprendre ce qu'on fait, ok? Donc, vous allez donc dans le dossier de formation donc que je vous ai fourni, hein, du coup. Vous avez donc une texture de plancher, normalement. Donc là, c'est dans Blender, Archivise, Salon, Texture. Vous allez donc dans Parquet, voilà, Parquet, excusez-moi. Et on va prendre un parquet au hasard. Voilà, par exemple, celui-là. Donc là, vous voyez, en fait, on a 4 textures. Donc on a la color, comme je vous ai expliqué. Donc la color, on la raccorde directement dans la couleur. Pas besoin d'AO, pas besoin de... tout est à l'intérieur, d'accord? Tout est déjà préconnecté. On connecte donc la color. Donc je récupère ma color, cool, nickel. Ensuite, j'ai mon MSRAO. Donc là, je récupère ma métallique, spec, roughness et ambient occlusion. Donc ça, je la raccorde directement dans la texture de MSRAO. Et le profil, c'est en non-couleur, d'accord? Ce sont des masques, ce n'est pas une couleur. Ce n'est pas des profils sRGB, c'est des non-couleurs. Donc je les mets en non-color. Et ensuite, j'ai ma normal map, donc OpenGL, pas la DirectX. Hein. La DirectX, c'est pour Unreal. Et là, pareil, je n'ai pas besoin de mettre un vecteur de normal, de raccorder la force, etc. Non, non, non. Je raccorde juste ma texture de normal. Et let's go, on avance. Ok? Vous voyez, c'est un gain de temps. C'est vraiment un gain de temps. Là, je le mets en non-color, bien sûr, hein, parce que sinon, il ne comprend pas les vecteurs. Voilà. Et là, j'ai ma texture. Tout simplement. Donc maintenant que j'ai ça, j'ai envie, donc ici, vous voyez, sur ma texture, donc de déformer un petit peu la roughness et du coup de lui donner un petit peu plus de poussière, par exemple. Voilà. J'ai envie de donner de la poussière. Donc ici, j'ai un paramètre qui s'appelle poussière. Et cette poussière-là, du coup, je peux augmenter donc la quantité de poussière et regardez ce qui va se passer donc, au niveau de la roughness. Là, je sais pas si on le verra bien ici. Parce que le sol est assez sombre quand même. Ouais, le sol est assez sombre. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer sur la surface brute. Ça sera peut-être plus simple. Donc on va déconnecter la texture. J'aurais pas dû tester avec le plancher, parce que le plancher est brut en fait. C'est un plancher qui est pas lisse, qui est pas verni. Donc il n'y a pas trop de sens. Et voilà, si on se passe comme ça, donc ici... Là, je vais juste changer donc ma MSRAO. Donc, pour changer la texture de MSRAO, si vous voulez mettre des valeurs de base, vous avez ici donc la roughness. Rappelez-vous, c'est métallique. Donc, si je veux plus de métallique, je mets à 100%. Donc, 100% de rouge pour avoir 100% de métallique. La spec, je mets à 100%. Et la roughness, je peux la baisser par exemple à 0. Voilà. On va mettre 0 au niveau de la roughness. Comme ça, on a quelque chose de vraiment très shiny. Voilà. Et là, vous voyez en fait la déformation que ça fait. Là, j'ai rajouté donc des traces de doigts. Donc, du coup, j'ai une décale qui se met directement sur ma roughness, qui va me permettre donc de mettre des traces de doigts sur mon mesh et du coup de donner des déformations de roughness. Et ça c'est super important pour le réalisme parce que du coup ça permet d'avoir donc des textures vraiment cool quoi. Donc ça c'est la scale, hein. Donc ici on peut augmenter la scale par exemple à 5 et là à 5 pour augmenter donc le niveau de détail des traces de doigts. Voilà. Et ensuite la quantité, on peut la booster jusqu'à 5, d'accord? Donc je vous ai limité le slider entre 0 et 5, c'est le maximum. Ça sert à rien d'aller plus haut ou plus bas, c'est vraiment c'est le maxi. Donc 0 j'en ai pas. À 1, j'en ai un petit peu. Donc là, elles vont se révéler, vous voyez. Voilà, j'en ai un petit peu par-ci, par-là. Donc on va réduire la scale, on va mettre 0.2. Hop, et 0.2. Voilà, vous voyez, donc là j'ai des traces de doigts un petit peu par-ci, par-là, au niveau de la roughness. Voilà. Et après, si j'ai envie d'augmenter donc, la quantité, je peux passer donc à 2.
Voilà, donc là j'augmente x2, x3, x4, x5, etc. Et ainsi de suite. Donc là si je passe à 5, on a beaucoup de traces de doigts partout sur la surface. Voilà. Donc ça c'est pour les traces de doigts. Ensuite on a donc la possibilité de mettre des... ça c'est pour la poussière, excusez-moi, en plus je dis n'importe quoi, c'est la poussière. Les traces de doigts sont ici. Donc les traces de doigts, donc pareil si je veux les augmenter, donc j'ai juste à passer la valeur donc à 5 ou à 1, peu importe, hein, je vais la mettre au max pour vous montrer. Et là, j'ai mes traces de doigts. Voilà. Donc les traces de doigts, ça donne vraiment une roughness vraiment très aléatoire. Vous voyez, en fait, c'est vraiment des espèces de traces, de traînées un peu. Vous voyez, on le voit bien là, sur la roughness. Donc ça, c'est super important. Ensuite, on a donc le grunge. Donc le grunge, ça permet donc de donner des défauts, pareil, de roughness. Voilà, donc le grunge, pareil, c'est une autre décale hein, qu'on peut mettre sur notre roughness. Les coulures, donc les stains, donc ça c'est plus pour le verre, etc., pour donner un peu de déformation au niveau du verre, hein, pour les salles de bain, les choses un peu sales. Donc 5 c'est toujours très très fort, hein. N'hésitez pas à mettre 1 ou 2, vraiment, c'est largement suffisant. Vous voyez 1, et du coup ça me donne juste des coulures, vous voyez des petites taches de gouttelettes sur ma surface. Voilà, c'est vraiment très joli. Et ensuite on a donc les traces de serpillère, donc ça c'est plus pour le sol. Pareil, donc c'est des traînées de serpillère. Voilà, pour éviter que le sol soit parfaitement lisse, et du coup ça donne un peu de déformation, vous voyez, de la roughness. Ça permet de tacheter un petit peu les choses. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que, voilà, donc du coup j'ai mis en place pour vous, hein, donc je vous l'offre. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours par rapport à ça, à me dire si c'est cool ou pas, si vous trouvez ça bien. Mais voilà, en tout cas j'essaie de faire au mieux et de vous proposer un truc cool. Ensuite, on a donc l'IOR. Donc l'IOR, c'est quoi? C'est l'indice de réfraction. Ça, j'en ai parlé déjà plusieurs fois, mais c'est vrai qu'en fait, depuis un certain temps, je le fais plus. C'est un gros défaut parce qu'il faut le faire. Et l'indice de réfraction, c'est quoi? C'est la valeur qu'a votre spécular par rapport à son matériel, d'accord? Donc chaque matériel dans la vie a un indice de réfraction. L'indice de réfraction, il est calculé par rapport à quoi? Il est calculé par rapport au rebond de lumière que ce matériel, pardon, a. Par exemple, une pierre aura un indice de réfraction beaucoup plus bas que du verre. Voilà. L'indice de réfraction du verre est très similaire à celui de l'eau. Voilà. Celui de l'indice de réfraction de la platine, qui est, je crois, le max du max, il est à 2,15 je crois. Pareil, vous voyez, en fait, il est à 2,15, donc du coup, il est vraiment énorme. Donc ça, l'IOR, vous avez un tableau sur Internet qui s'appelle Index Réfraction List. Donc IOR, vous tapez IOR List, tout simplement. Voilà. Et c'est le premier. Et là, dans ce tableau, vous avez donc pas mal de... Bon, déjà, c'est trié par lettres, hein. Donc vous avez déjà pas mal de matériel. Mais si vous trouvez pas le matériel que vous voulez, par exemple, vous dites, bah tiens, j'ai envie de savoir, je sais pas, l'indice de réfraction du bois. Ok, le bois, je sais qu'il n'y est pas, parce que bah voilà, c'est comme ça, il n'y est pas. Donc du coup, je vais essayer de trouver un matériel qui se rapproche énormément de mon bois, en sachant est-ce qu'il est verni, est-ce que mon bois est neutre, est-ce qu'il est pur, est-ce que mon bois il est cramé, est-ce qu'il est traité, est-ce qu'il est machin. Oui, il y a trop de paramètres pour le bois pour pouvoir faire un tableau de bois. En fait, c'est trop vague. Donc du coup, je vais m'en approcher, je vais me dire bah ok, mon bois, j'ai envie qu'il se rapproche un peu de la réfraction de je sais pas moi par exemple de l'asphalte, voilà, de la route, voilà. Donc je vais mettre mon indice de réfraction à 1.635. Et ça, c'est des valeurs physiques. C'est des valeurs du monde, d'accord? C'est des calculs qui ont été faits avec des machines pour calculer donc l'indice de réfraction des éléments. Vous voyez par exemple le iron, donc l'iron c'est de l'acier. Donc l'acier est à 2,93,5. C'est ça, hein? L'iron, voilà, 2,95. Donc là, du coup, si j'ai envie d'avoir de l'acier, bah du coup, je vais mettre ma teinte en acier. Donc on va me dire bah, une teinte un peu plus grise, voilà, dessus. Ok. Hop. Je vais passer ici en Hue Saturation. Je vais enlever le vert, hein, parce que du coup, il est un peu long avec le calcul du vert. Hop. On va sélectionner ça par normal, alors excusez-moi. Juste un instant. Hop. Ah, j'aurais dû les séparer ça, en fait. On va les sphères. Alors vous aurez deux trucs, hein. Vous aurez donc les Coonholder sphères et puis les Coonholder de mèche, quoi. Voilà, comme ça je vous enlève ça et on a que le plan normalement. D'accord, pas du tout.
Ah, est-ce qu'ils ont une double épaisseur? Ah, punaise. Bon, c'est pas grave. Non, attendez, donc H. Hop, je reprends ça. L, P, c'est pas sélection. Ah, ça, vous savez pas le faire, hein. Je le fais avec vous, mais du coup, vous savez pas le faire parce que je faire. Ah, donc là, par exemple, je veux de l'acier. Donc, du coup, l'acier, on va le mettre donc en gris. Donc, du coup, je me mets ici en Hue Saturation. Donc, Hue A1. Saturation à 1 et la value, on va mettre à 0.5 par exemple, hein, ici. Voilà. Du coup, je vais mettre ça donc ici. On va mettre 0 au niveau de la color. Alors, on va faire un truc un peu comme ça, quoi. Donc là, on va dire que c'est une couleur d'acier. Et là, je vais avoir donc la réfraction de mon acier propre, d'accord. Donc au niveau de la spec. Donc c'est pas la quantité de spécular. Ça, c'est la carte de spécular qui va s'en charger. C'est l'indice de réfraction. Donc l'indice de réfraction de l'acier, je sais que c'est 2.95. Du coup, je mets 2.95. Et ça va me changer donc la valeur au niveau de de mon visuel. Quand je suis au-dessus, vous voyez, j'ai très peu de réfraction, quasiment pas, vous voyez, aucune brillance. Et par contre, plus je pivote, et plus j'aurai mes réfractions qui vont s'afficher. Et c'est ça l'indice de réfraction, vous voyez. C'est, quand je regarde au sol, j'ai beaucoup moins de réfraction que quand je regarde sur la surface. Et ça, c'est super important. Et ça joue sur les valeurs de Rogless. Hein. Donc là, pareil, si je remets donc ma poussière à 5, ça va jouer donc sur les valeurs de rugosité. Parce que du coup, ma rugosité, quand je vais la regarder dessus, bah, la spéculaire sera beaucoup plus dense. Vous voyez, donc on voit bien la poussière. Chose qui est vraie dans la vraie vie, hein, du coup. Et quand je regarde en dessous, en surface, on la voit peu. Voilà, elle est juste en surface, elle est en surplomb, tout simplement. Voilà. Donc l'indice de réfraction, très important. Donc je vous invite à mettre votre tableau d'indice de réfraction en favori. Donc moi, je vais le faire tout de suite. Hein. Je l'avais déjà fait, mais moi je le refais avec vous. Barre de favoris. Et comme ça, on pourra le consulter de temps en temps quand on fera donc nos mèches. Ok. Et voilà, donc voilà pour les explications. Donc voilà, un petit peu beaucoup d'informations. Hein. Je sais, c'est peut-être un peu trop pour une première vidéo, mais c'est important. C'est des points clés en fait, et je dois les aborder avant de commencer le projet, parce que sinon c'est compliqué de l'expliquer pendant. J'ai essayé, hein, ça fait déjà 3 fois que je tourne cette série, hein, pour vous dire. Donc du coup, voilà, j'essaie vraiment de trouver la bonne formule. Et moi, tant que la formule me plaît pas, bah du coup, je recommence, tout simplement. Voilà, donc merci à vous. Du coup, j'espère que maintenant votre blend est prêt, que votre dossier de formation est prêt également. Vous avez pris toutes les textures, les HDRI, votre blend est réglé. Vous avez compris comment fonctionnent les shaders que je vous ai mis à disposition. Vous avez testé un peu la poussière, voilà, vous avez testé un peu les réglages. Et du coup, on se retrouve donc pour la vidéo 2 pour commencer à construire notre scène, donc les fondations de notre scène. Donc merci à vous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.